Bonjour les voyageuses et les voyageurs. Je vous souhaite une très bonne année 2023, une bonne santé pour vous et vos proches, et de belles expériences. J'espère que vos nuits s'ouvrent telles des portes vers les étoiles, là où est en partie notre demeure. Dans cette vidéo, nous allons parler de l'état hypnagogique et du potentiel lien avec le processus de la sortie hors du corps. Comme pour le rêve lucide, je l'ai forcément expérimenté durant mes essais et expériences. Du point de vue subjectif, et en comparant les deux expériences, la différence est de l'ordre de l'évidence grossière. Néanmoins, cet état reste encore l'explication fourre-tout permettant aux non-voyageurs, versés dans la philosophie matérialiste, de réduire nos expériences à cet état. Comme si nous n'avions pas l'intelligence et le recul pour nous-mêmes traiter, analyser et former un jugement certes personnel, mais cohérent par rapport à notre expérience. Je me baserai sur plusieurs études que vous trouverez dans la description. Il s'agira principalement de ces documents. The Hypnagogic State, une brève mise à jour publiée le 7 juillet 2022 du Dr Bittmeyer et du psychologue Romain Ghibellini, est publiée dans le journal de la recherche sur le sommeil. Modèle d'apparition des 4 états de conscience en fonction de l'absorption de traits. Vous pouvez traduire ça par comment les gens, et ceux qui ne le sont pas, réagissent aux états hypnagogiques, hypnopompiques, rêves lucides et sorties hors du corps du docteur en psychologie cognitive Joseph Egliksson, et publié en mars 2019, publié dans le Scandinavian Society for Person-Oriented Research. La cognition anormale dans l'état hypnagogique avec induction d'OBE, une étude expérimentale de Guido Del Prete et Patrizio Etresoldi, publiée en septembre 2005 dans le journal de la parapsychologie. Les deux premières études semblent indifférentes quant à savoir si la sortie hors du corps est une hallucination ou pas. Le troisième semble favorable, on peut même peut-être se méfier du terme parapsychologie, mais bon, à voir. Je vous donne un petit peu ma conception de la chose en vous disant tout simplement que et si l'état hypnagogique était plus que des hallucinations, mais une sorte de couloir qu'il faut traverser rapidement au risque de se perdre en rêverie. L'état hypnagogique correspond à un état de conscience au moment de l'endormissement ou hypnopompique à la sortie du sommeil qui se caractérise par l'apparition d'hallucinations visuelles, auditives et kinesthésiques. Une tendance à la suggestibilité renforcée voire extrême et l'émergence de processus symboliques et psychologiques. Les chercheurs ont noté que le sujet est passif, comme s'il observait des scènes ou un film. Un certain détachement émotionnel peut être ressenti, ou alors l'expérience peut être teintée négativement. Les scientifiques proposent alors d'appeler cela des hallucinations hypnagogiques pour renforcer le côté pathologique. Ils ont remarqué que cet état peut être fréquent pour les personnes ayant une pathologie psychiatrique ou une maladie neurologique comme Parkinson ou des addictions. Cela rentre dans un autre domaine néanmoins. Nous parlons bien de l'état hypnagogique naturel ou induit chez une personne sans pathologie. De plus, ils sont décrits comme des instantanés, complètement déconnectés les unes des autres. On passe d'un stimuli à un autre, sans qu'un lien liant ces images et scènes ne soit observé. Ce qui en fait une expérience moins riche, moins complexe, avec moins de continuité que les rêves. Et enfin, l'individu ne se visualise pas à la première personne ou troisième personne, contrairement aux rêves. Il s'agit vraiment d'une image projetée à l'intérieur de nos paupières. Alors on comprend bien que l'expérience est loin de la sortie hors du corps. Je vais le redéfinir là, pour que vous puissiez comparer les deux phénomènes. La sortie hors du corps est une expérience psychique où le sujet a la sensation de se décorporer. Il a ainsi la possibilité de visiter des lieux qu'il connaît et d'autres qui sont hors de portée de l'humain ordinaire. La conscience est décrite comme lucide, avec des capacités de raisonnement similaires à celui de l'état de veille et une prise de décision plus rapide. Le champ de perception correspond à celui d'une boule de conscience en vue à la première personne ou intégrant un corps fait d'une matière plus subtile. Les voyageurs rapportent qu'ils n'ont plus conscience de leur corps physique. Et enfin, la sensation de réalité varie
selon qu'il s'agit d'une expérience dite intermédiaire ou complète. Mais alors, comment des gens peuvent confondre l'état hypnagogique et affirmer de façon péremptoire que nos sorties hors du corps se limitent à de simples images vaporeuses? La réponse est très simple. Ils n'ont jamais voyagé, et on ne peut pas vraiment leur en vouloir. De plus, l'hypnagogie est décrite comme un état de suggestibilité. Or, en sortie hors du corps, notre conscience, nos facultés de raisonnement et notre lucidité restent intactes. Nous ne sommes pas dans un état hypnotique. Il est certain que sans l'étape expérimentale, ils n'ont pas vraiment la connaissance pour étendre leur référentiel à autre chose. C'est une limitation psychique confortable dans le cas des phénomènes de la conscience, car ceux-ci sont par nature quasi insaisissables. De plus, même en ayant des sujets d'expérience doués pour la sortie hors du corps, saisissent-ils vraiment la portée des mots que ceux-ci rapportent? Ont-ils conscience de ce que cela pourrait être d'être pleinement lucide en dehors, vraisemblablement, de son corps physique? Même moi, avant de le pratiquer, je croyais en ce phénomène, et je n'étais pas plus avancé qu'un matérialiste. Il faut le vivre pour prendre la mesure incroyable du fossé qui sépare les deux états. Attention, pour d'autres domaines plus terre-à-terre, la science est efficace et ont permis bien des avancées à notre civilisation. Il ne faut pas l'oublier et je reste convaincu que la science permettra à l'humanité d'acquérir encore plus de connaissances sur qui nous sommes. Cependant, il y a des personnes qui, comme vous et moi, sont intéressées par la science, mais ils pensent ainsi que une tête bien faite confond rationalité et matérialisme. Et tout ce qui est bizarre sera rangé au fond du tiroir de l'état hypnagogique. Mais c'est pas grave, continuons. Le contenu de ces hallucinations peut dépendre de ce qu'on en a fait avant de dormir. Jouer à un jeu vidéo ou regarder un film influence le contenu des images et stimuli lors de cet état. Une personne jouant par exemple à Tetris lors d'une étude pendant plusieurs heures avant de dormir aura très facilement des images hypnagogiques de briques qui s'empilent. Enfin, un phénomène d'intégration des stimuli extérieurs est à noter, c'est-à-dire que pendant la phase hypnagogique, le cerveau enregistre encore des perceptions. Ces stimuli seront intégrés directement à l'imagerie, comme dans le cas du rêve. D'autres manifestations hypnagogiques ont été listées, comme la fameuse sensation de chute, qui peut être liée par exemple à l'adaptation du cerveau qui se retrouve de la station debout à coucher sur le lit. Concernant les études avec électroencéphalogramme, il est intéressant de savoir comment se déroule ce genre d'état. Il faut savoir qu'il est réducteur de penser que le cerveau produit un type d'onde de façon continue et exclusive. Dans l'intrusion d'un esprit somnolent, marqueurs neuronaux de l'imprévisibilité phénoménologique, publié dans le Frontiers in Psychology en 2015 par Valdas Noreika et son équipe, je cite leur conclusion. Les intrusions linguistiques, c'est-à-dire les bouts de phrases que vous entendez avant de dormir durant la phase hypnagogique, sont associées à une puissance alpha et gamma plus élevée dans l'hémisphère gauche, tandis que les images visuelles sont associées à une puissance bêta dans l'hémisphère droit. Il précise qu'il faut répliquer pour confirmer les observations préliminaires, et l'étude ne s'est concentrée que sur la modalité linguistique, c'est-à-dire les hallucinations auditives, et pas le reste. Donc peut-être que les données pourraient être complètement différentes s'il y avait d'autres types d'hallucinations qui étaient associées ou de perceptions. Alors on peut se poser quand même la question, à quoi ça sert l'hypnagogie ? C'est un état intéressant et facile à atteindre pour les personnes souhaitant examiner le contenu ou discuter avec son inconscient. Concrètement, l'évocation d'un concept ou d'un symbole aura tendance à se matérialiser sous la forme d'une image durant l'état hypnagogique. Le symbole est le premier et seul langage que comprend notre inconscient. Et lorsque nous venons à lui avec une problématique ou une intention, alors il peut déployer ses formidables ressources créatives. Par exemple, Thomas Edison dormait environ 5 heures et utilisait les phases hypnagogiques qu'il appelait état crépusculaire pour avoir de nouvelles idées ou régler des problèmes. Dans l'étude de Guido del Petail, il est sous-entendu que la phase hypnagogique est un socle idéal pour l'étude de la cognition anormale. Ils ont testé sur un échantillon de 12 participants un protocole qui se déroula ainsi. Le participant était dans une pièce isolée avec une télévision, et dans une pièce adjacente, il y avait un autre poste.
qui diffusait de façon aléatoire et continue des images de 20 figures différentes. Le participant était isolé dans sa propre chambre et se voyait proposer les images durant un laps de temps d'à peu près 1 minute. À la fin, les images étaient encore présentées, mais tout à la suite. Et là, le participant devait choisir quelle image serait la cible de l'algorithme dans l'autre pièce. Un premier test était effectué en état d'auto-relaxation et l'autre en état hypnagogique en utilisant l'hypnose avec comme induction celui d'imaginer de faire une sortie hors du corps. Avec un état de relaxation, la moyenne de réussite était de 25% et correspond à celui du hasard. Avec l'état hypnagogique, le résultat montait à une moyenne de réussite de 37,5%. Ce résultat est intéressant et bien sûr, on ne le répétera jamais assez, d'autres expériences de ce type doivent être menées. Ce n'est pas encore des preuves, mais ce sont des indices qu'il se passe peut-être quelque chose qui va au-delà de l'état de conscience classique et qu'il peut être objectivable par l'expérience. L'induction hypnotique peut très bien avoir déclenché une expérience de remote viewing, qui consiste non pas à un déplacement délocalisé de la conscience, mais en une sorte d'extension des capacités de perception donnant l'impression de voir une caméra glisser dans l'environnement. Rien à voir avec la sortie hors du corps classique. Dans tous les cas, l'état hypnagogique induit peut être la source de perception extrasensorielle. Et peut-être que ce n'est pas aussi étonnant que ça. Souvenons-nous des Pythie grecs, entrés peut-être déjà dans cet état pour recevoir l'inspiration des dieux. Maintenant, le point de vue du voyageur hors du corps, basé sur l'expérience. La phase hypnagogique est très clairement identifiée par un voyageur. À titre personnel, j'évite de trop m'y attarder. Elles ont cette faculté de fasciner l'expérienceur à tel point que celui-ci peut se perdre dedans et plonger dans un sommeil avec peu de conscience et finir dans un rêve, ou pour les rêveurs lucides, s'en servir de tremplin pour leur méthode telle le DILD, une induction au rêve lucide qui s'opère en agrandissant l'imagerie mentale pour y entrer et le stabiliser. En voyage hors du corps, ce tunnel hypnagogique permet à la conscience d'entrer dans cet état cérébral particulier pour traverser une phase courte où sa lucidité va baisser légèrement pour réapparaître à la fin de cet état avec un corps qui va poursuivre son processus de sommeil sans vous. C'est à ce moment que le corps est en stase et que l'état vibratoire retentit, pour vous laisser effectuer une sortie hors du corps une fois l'état vibrationnel maximal atteint. Voilà mes amis, si un jour une personne vous balance de façon sale que les sorties hors du corps sont des hypnagogies, vous pourrez l'aider à nuancer sa position. Pour en savoir plus sur la lucidité et les rêves, je vous conseille de visionner la vidéo sur les mystères de la lucidité. Elle complète cette vidéo sur la phase hypnagogique. Aussi, si un neuroscientifique passe dans les commentaires, il est libre de compléter ou corriger mes propos, cela serait très appréciable. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À bientôt les voyageuses et les voyageurs.